Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de l'effet Doppler. Nous verrons d'abord un exemple de manifestation que vous avez déjà tous rencontré pour comprendre ce que c'est que ce phénomène. Ensuite, nous étudierons un petit peu son origine physique, ce qui explique qu'il apparaisse, avant de voir les relations mathématiques qui en découlent, et enfin des applications de ces relations avec ce que l'on peut retirer de l'effet Doppler dans le cadre de l'astrophysique. L'exemple le plus classique de l'effet Doppler, c'est lorsque vous vous trouvez dans la rue, et on considérera pour l'explication des observateurs fixes dans la rue, et qu'une ambulance ou un camion de pompiers passe devant vous avec sa sirène allumée. À ce moment-là, vous entendez quelque chose qui ressemble à ça. Ce que vous venez d'entendre, c'est un changement de tonalité dans le son de l'ambulance lorsqu'elle passe devant vous. Pourtant, les conducteurs de l'ambulance, eux, pourraient témoigner du fait qu'ils entendent systématiquement le même son. Même son, même fréquence, même longueur d'onde en permanence. C'est un son périodique qui se répète. Mais les conducteurs de l'ambulance, eux, se trouvent précisément dans cette dernière, qui est donc la source sonore, et sont donc fixes par rapport à cette dernière. Tandis que nous, observateurs, quand l'ambulance passe devant nous dans la rue, nous sommes en déplacement relatif par rapport à l'ambulance. Pour simplifier l'explication, on prendra donc deux observateurs A et B, qui sont donc fixes par rapport à la route, et donc dans le référentiel terrestre, référentiel dans lequel l'ambulance, elle, se déplace. Et on considérera un déplacement de l'ambulance de l'observateur A vers l'observateur B. Dans ces conditions-là, l'observateur A entend un son plus grave, c'est une fréquence plus basse. L'observateur B entend un son plus aigu, c'est une fréquence plus haute que la normale. Pour rappel, fréquence et longueur d'onde sont reliées par cette relation qui fait intervenir la célérité v de l'onde. Elles évoluent donc à l'inverse l'une de l'autre. Et si l'observateur A entend une fréquence plus basse, il entend un son qui a donc une longueur d'onde plus grande que la normale. Tandis que l'observateur B et sa fréquence plus aiguë entend donc un son qui est à une longueur d'onde plus courte que la normale. Normale si on compare à l'ambulance et à la sirène telles que l'entendent les deux conducteurs qui sont à l'intérieur. Pour comprendre l'origine de ce phénomène qui constitue l'effet Doppler, on va considérer le cas simple de l'onde sonore produit par notre ambulance pour simplifier. On va représenter par des cercles jaunes chaque ensemble de compression de l'air émise en même temps. Ce sera ce qu'on appelle un front d'onde. Pour rappel, un son périodique se propageant dans l'air, c'est une succession de compressions et de décompressions qui se reproduisent à intervalles réguliers. Le front d'onde créé par l'ambulance initialement va donc se propager et s'éloigner de l'ambulance. Et au bout d'un temps qui correspond à la période t de l'onde, un nouveau front d'onde identique à celui qui avait été créé va apparaître. Ce phénomène va se reproduire dans le temps. Plusieurs fois, les fronts d'onde créés s'éloignent et tous les temps correspondant à la période t, un nouveau front d'onde apparaît et le phénomène se répète encore et encore. La distance séparant chacune de ces compressions s'appelle la longueur d'onde. On peut la mesurer lorsqu'on enregistre le son et qu'on obtient un signal comme celui qui s'affiche. Dans l'espace, elle se mesure comme la distance séparant deux de ces fronts d'onde, deux des compressions successives. Quand on considère l'ambulance fixe comme elle l'est sur le schéma, on trouve la même longueur d'onde dans toutes les directions. On retrouve le même signal où qu'on se place autour de l'ambulance. La situation est toutefois différente lorsque l'on considère l'ambulance en mouvement. Pourquoi ça? Considérons l'instant représenté sur le schéma. L'ambulance émet un premier front d'onde. Tout va bien. Va se passer une période t. Pendant cette période correspondant donc à la période de notre onde, le front d'onde va avancer. Mais dans le même temps, il n'y a pas que lui qui se déplace, l'ambulance se déplace également. Et on se retrouve donc, lorsque le front d'onde suivant s'apprête à être émis par l'ambulance, avec cette situation-là, où le deuxième front d'onde n'est pas émis depuis la même position, puisque l'ambulance s'est déplacée. Si on laisse encore s'écouler un temps correspondant à la période,
les deux fronts d'onde émis précédemment se sont déplacés, ils ne sont toujours pas centrés au même endroit, et dans le même intervalle de temps, l'ambulance a avancé, produisant un nouveau front d'onde qui n'est à nouveau pas centré sur la même position que les précédents. Et le phénomène va se répéter encore une fois si on attend un temps correspondant à la période, les fronts d'onde se déplacent, l'ambulance avance, et le nouveau front d'onde créé n'a pas le même point d'origine. La conséquence, elle est toute simple, c'est que selon où on se trouve par rapport à l'ambulance, les compressions successives, qui vont permettre de définir la longueur d'onde, ne sont pas espacées de la même manière. L'observateur A va observer des compressions qui sont plus espacées, une longueur d'onde plus grande. L'observateur B, lui, va observer des compressions plus rapprochées, une longueur d'onde plus petite. On retrouve exactement ce que l'on a observé précédemment et qui correspond à ce que l'on entend en termes de fréquence lorsque l'ambulance passe devant nous. Lorsqu'elle s'approche, les longueurs d'onde sont plus courtes, la fréquence est plus aiguë. Lorsque elle s'éloigne, les longueurs d'onde sont plus grandes et la fréquence est plus basse, donc correspond à un son plus grave. Mathématiquement parlant, on va chercher à connecter la longueur d'onde de l'onde créée par la source avec les longueurs d'onde ressenties, donc observées par des observateurs extérieurs. Pour ce faire, on va devoir réfléchir aux paramètres qui jouent, et ils sont au nombre de 2. Il y a, premier paramètre, la vitesse relative, qu'on notera VR, de la source par rapport à l'observateur. On prendra sa norme, donc pas de question de signe. Et il y a le deuxième objet physique qui est en mouvement, c'est-à-dire l'onde. Et donc notre deuxième paramètre sera la vitesse de l'onde. Les relations mathématiques qu'on peut poser vont souvent être utilisées pour déterminer la vitesse relative de la source par rapport à l'observateur. En conséquence de quoi, on va les écrire sous la forme d'une égalité exprimant la vitesse relative, mais on pourrait les manipuler de manière différente. Si on écrit cette égalité par rapport aux différences de longueur d'onde, on obtient la formule suivante. La vitesse relative de la source par rapport à l'observateur, c'est égal à la célérité de l'onde, multiplié par la différence en valeur absolue entre les longueurs d'onde perçues et celles de la source, le tout sur la longueur d'onde, telle que l'a créée la source. Toutefois, on peut également écrire cette relation en fonction des fréquences perçues, selon ce qu'on a enregistré. Dans ce cas-là, la vitesse relative, c'est la vitesse de l'onde multipliée par la différence entre la fréquence perçue et la fréquence de la source, mais sur la fréquence, cette fois-ci, perçue par l'observateur. On retrouve la même logique, à savoir que lorsque la source s'éloigne de l'observateur, on perçoit une longueur d'onde plus grande que celle de la source, ce qui implique qu'on perçoit une fréquence plus faible que celle de la source, pour un son plus grave. Lorsque la source s'approche de l'observateur, comme dans le cas B, la longueur d'onde est inférieure à la longueur d'onde de la source, la fréquence, elle, est supérieure, donc plus aiguë. Les champs d'application de l'effet Doppler pour déterminer des vitesses sont très nombreux. Toutefois, celui où il brille le plus, c'est son application à l'astrophysique. Et dans ce cas-là, on parle d'effet Doppler-Fizeau, du nom des scientifiques qui ont travaillé à son application à l'astrophysique. Pour voir comment utiliser l'effet Doppler dans l'astrophysique, un petit rappel s'impose. Lorsque l'on observe une étoile, et que l'on capte et qu'on décompose sa lumière, on observe, attention c'est très grossier sur ce schéma bien entendu, c'est beaucoup plus fin en réalité, on observe sur le spectre de la lumière des raies noires qui apparaissent. Ces raies noires correspondent à des raies d'absorption. Les gaz sur les couches extérieures de l'étoile, ce qu'on appelle sa chromosphère, absorbent certaines longueurs d'onde dans la lumière à la base blanche émise par l'étoile. Et on est capable de déterminer la composition de ces couches extérieures en comparant avec les longueurs d'onde émises par des gaz froids en laboratoire. Pour rappel, les spectres d'émission de ce genre de gaz correspondent à l'émission uniquement de quelques raies selon les longueurs d'onde que ces gaz sont capables d'émettre. La comparaison permet donc d'identifier la composition chimique. Et ça peut s'appliquer, comme dans cet exemple-ci, au Soleil, où on a une correspondance parfaite entre les raies d'absorption et d'émission, mais également à des étoiles lointaines, très lointaines, observées avec des télescopes et minuscules. Sur de tels spectres, on observe également ces raies d'absorption. Et logiquement, en laboratoire, on est donc capable de réassocier les raies d'émission correspondantes pour certains gaz, et donc de trouver leur composition chimique. Toutefois, dans la réalité, c'est pas tout à fait aussi simple. Parce que lorsqu'on compare les différents spectres des éléments qu'on a à disposition avec les spectres des raies d'absorption des étoiles,
extérieurs au système solaire, on constate qu'on a une discordance et qu'en réalité, les raies d'absorption ne sont pas tout à fait alignés avec les valeurs qu'on pourrait attendre en termes de longueur d'onde si on compare avec les éléments chimiques. Il y a une raison toute simple à ça, c'est l'effet Doppler. Parce que les étoiles dont on parle sont en mouvement par rapport à notre système solaire, se déplacent, la plupart du temps d'ailleurs, s'éloignent. Et comme ces étoiles s'éloignent, on est dans le cas de l'observateur A précédemment, on observe une longueur d'onde plus importante que la longueur d'onde telle qu'elle est émise par la source. Et ces étoiles s'éloignant, on obtient donc un décalage des raies d'absorption vers le rouge. On parle dans ce cas-là du phénomène de redshift, qui veut dire que les raies s'éloignent vers le rouge et qu'on sait qu'on a affaire à un astre qui s'éloigne de la Terre et du système solaire. Dans de rares cas, prenons par exemple des comètes qui s'approcheraient de nous, on peut avoir aussi ce qu'on appelle le blue shift, c'est-à-dire un décalage vers les plus petites longueurs d'onde. On se décale vers le bleu parce qu'on a un objet qui s'approche de nous et que ces longueurs d'onde sont plus petites. En calculant les écarts entre les longueurs d'onde perçues sur le spectre d'absorption et les longueurs d'onde de référence avec les gaz en laboratoire, on est capable, grâce aux formules précédentes, de déterminer la vitesse d'éloignement d'étoiles ou de galaxies par rapport à nous. Et on a ainsi eu, grâce à l'effet Doppler, un outil fantastique pour comprendre l'extension de l'univers et l'ensemble des mouvements spatiaux des objets qui sont à des milliers d'années-lumière de nous. Voilà, c'est tout pour cette rapide introduction à ce qu'est l'effet Doppler et au large champ d'applications qu'il possède. N'hésitez pas à revenir avec des questions, et à bientôt!